Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous avons vu l'outil des espaces vectoriels avec les quadrivecteurs. Voyons comment employer ça. Alors, nous avons, pour l'espace euclidien, nous avons l'espace avec les vecteurs traditionnels. Et pour une base orthonormée, on aura simplement GII égale 1, les autres coefficients étant nuls. Pour l'espace-temps, l'espace étant considéré comme euclidien, pour une base orthonormée, on va choisir G1,1 égale G2,2 égale G3,3 égale 1. Et pour G4,4, qu'on note G0,0 égale moins 1. Alors le 0 est habituel, c'est une convention fréquente. On commence l'indice de 0 et on va jusqu'à 3, donc 0, 1, 2, 3, ça fait 4 indices bien sûr. Et on utilise 0 pour le temps. Et le coefficient du tenseur métrique est noté moins 1. Alors pourquoi moins 1? On va le voir tout de suite. Dans ce cas-là, le tenseur métrique est souvent noté avec la lettre eta mu nu, et il est appelé aussi tenseur de Minkowski. Le produit scalaire, dans ce cas-là, s'écrit simplement UV est égal à U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 moins U0 V0. Et donc, si on prend la norme d'un vecteur, c'est-à-dire U carré, qui est égal à sa norme, on obtient simplement la même forme que l'intervalle. C'est la raison de ce choix moins 1 pour la représentation. En particulier, si les trois composantes 1, 2, 3 ne sont autres que les composantes habituelles x, y, z, et si pour 0, la coordonnée du temps, on prend c fois t, on retrouve exactement la forme habituelle de l'intervalle. D'où le choix qui est fait. Alors il ne faut pas confondre les bases de l'espace vectoriel et les repères. Toutefois, il y a un fort lien puisque on choisit un repère en fonction de vecteurs qui le décrivent. On peut mettre des vecteurs sur les axes, et donc il y a un fort lien entre base et repère. Il y a une équivalence entre les changements de base et les changements de repère. Et un changement de base, U' bêta, est donc décrit par la matrice de changement de base, que nous allons noter ici. Donc U' alpha, on va noter alpha bêta, alpha fois U bêta. Donc on choisit la matrice de changement de base, on a choisi de l'appeler L. Alors pourquoi L? Mais simplement parce que c'est la matrice de Lorentz. Si on fait la correspondance avec un changement de repère, les changements des vecteurs sont équivalents aux transformations de Lorentz. C'est donc tout à fait naturel. Et notons que la transformation inverse est simplement, donc alpha bêta, est simplement L bêta alpha moins 1, c'est-à-dire la matrice inverse. Cette représentation est donc très naturelle. Alors considérons maintenant une trajectoire physique d'un objet. Le long de cette trajectoire, on a le temps propre, et celui-ci est invariant. Il ne dépend pas des changements de repère. Donc, si on prend un point de l'espace-temps le long de cette trajectoire, celui-ci est représenté par les coordonnées x, y et t, donc on peut le représenter par le quadrivecteur x. Et avec, bien sûr, la composante x0 égale ct. La vitesse du corps va être représentée par un quadrivecteur u, que l'on peut écrire comme la variation dx avec le temps propre. Alors pourquoi le temps propre?
parce que il a le bon goût d'être invariant, il ne dépend pas des changements de repères, de base, et donc dans un changement de base, U et des X vont se comporter de la même manière. Et donc U est un quadrivecteur. Notons que la vitesse ordinaire, alors je vous laisse le vérifier avec les correspondances que nous avons faites, la vitesse ordinaire, V1, V2, V3, on vérifie que dans un repère K donné, on a simplement UI égale VI fois gamma et U0 égale gamma fois C. Donc, c'est la relation entre la vitesse ordinaire et le quadrivecteur vitesse est assez simple. Notons aussi que la norme de ce vecteur, U carré, se calcule facilement et elle vaut moins C carré. C'est donc avec le quadrivecteur vitesse a donc une norme, une grandeur constante. N'oublions pas le quadrivecteur vitesse dans l'espace-temps. Le vecteur vitesse, lui, a une grandeur qui varie. De même, on peut définir un quadrivecteur accélération A égale la variation du quadrivecteur vitesse avec le temps propre, c'est-à-dire d de x sur d taux carré. Donc, on généralise très facilement ça, et c'est aussi un quadrivecteur. Notons aussi que si on dérive la norme par rapport au temps propre, on obtient 2u fois du sur d taux égale 0. Ceci étant l'accélération, ça veut dire que u fois a égale 0. Donc le produit scalaire des deux quadrivecteurs est nul. Et donc, dans l'espace-temps, pas dans l'espace ordinaire, mais dans l'espace-temps, le quadrivecteur accélération et vitesse sont toujours orthogonaux. C'est souvent utile. Alors, quel est l'intérêt de ce type de représentation? Eh bien, si on considère les quadrivecteurs, UA, indépendamment de leurs composantes, ces objets, vecteurs et les tenseurs, sont invariants sous les changements de base ou de repère. Le vecteur est ce qu'il est, le vecteur. Et il peut se décomposer dans différentes bases, ou être vu dans différents repères. Et donc, ce sont les composantes qui changent lorsque l'on fait un changement de base. Et par conséquent, le vecteur, le tenseur en tant qu'objet mathématique est un objet invariant dans cette représentation, ce qui est souvent pratique. Quand on a une grandeur physique, on aimerait bien connaître sa définition indépendamment de tout observateur, et donc de tout référentiel dans lequel on pourrait mesurer cette grandeur. Et le fait d'avoir des grandeurs comme les vecteurs, les quadrivecteurs qui sont invariants, ça permet donc, avec l'approche des quadrivecteurs, de rechercher directement les formes invariantes de ces grandeurs. C'est donc très utile, très pratique. Voilà pour la représentation de l'espace-temps avec nos quadrivecteurs. Ce n'est pas très difficile. Je vous laisse un peu détailler les détails de certaines relations que j'ai données. Ce n'est pas bien compliqué. Et c'est donc très pratique. Donc maintenant, nous sommes armés, nous avons ce qu'il nous faut pour attaquer la dynamique. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se représentent les forces en relativité. Je vous remercie.